Bienvenue à Back the Pod, votre clubhouse pour ce Rugby Coupe du Monde 2019. Moi, c'est TK, je suis l'américain de notre petite bande d'amis qui adore le rugby. Donc, je suis ancien joueur de foot américain, mais j'ai aussi joué au rugby avec Charlie Bayer. Hey, ouais, j'ai eu la chance de jouer au rugby à tes côtés, et moi, je continue encore, tant qu'il me reste des forces. Je profite aussi pour dire Happy Birthday, Charlie, parce que c'était ton anniversaire ce week-end. Oui, merci beaucoup. Il a été fêté dignement, comme le veut l'expression, mais pas trop dans les faits, en fait. Et ça te fait, je pense que toi, tu es aujourd'hui le même âge que moi. Quand j'avais commencé le rugby à Ocean Rugby Club, je pense qu'on avait exactement le même âge. Ah ouais, à 33 ans? Ouais, je pense à 32, moi. On est aussi avec Théodore de Saint-Rémy. Donc, Théodore, en fait, c'est le premier rugbyman que j'ai jamais rencontré. Théo qui a joué à plein de clubs, notamment le Racing. Oui, le Racing, le PUC, la CBB, le Rugby Club Orléans. Et effectivement, très gros hasard quand on s'est rencontrés. On a parlé de rugby pour la première fois et c'était dans un pub, Thierry, c'est ça? Étonnant. Qu'est-ce qu'on foutait là? Qu'est-ce qu'on foutait là? Le ménage peut-être. Voilà, oui, exactement. donc avec Théo, j'ai appris toutes les règles et c'est ce qui est sûr, c'est que nous trois, on est réunis par ce sport et notamment ce super Coupe du Monde. Les gars, il y a un truc qui m'a manqué cette semaine, c'est que en fait, le mercredi à 10h ou le mercredi midi, c'est un peu dommage qu'on n'avait pas de match cette semaine. C'était un peu triste. C'était juste les matchs le week-end. On s'était fait au rythme, mais qui était quand même soutenu, hein. En vrai, on est quand même content d'attendre ce week-end pour voir ces gros matchs et ces belles affiches qui se sont présentées à nous. Ouais, on positive. C'est vrai qu'on a vraiment vu des très très belles choses ce week-end. Ça, c'est 100% sûr. Juste avant de démarrer sur ces différents matchs, un petit rappel sur le rugbarb. Oui, toujours notre Coupe du Monde, de la plus belle barbe du mondial, donc la Rugbeard Coupe du Monde, la Coupe du Monde de rugbarb. N'oubliez pas que vous pouvez aller voter sur la page Facebook de nos copains de Big Moustache. Il y a une magnifique sélection de 8 barbes qui sont toutes très belles, c'est vrai. Alors, il y a une barbe qui se détache un petit peu, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez aller voter pour votre barbe préférée. Il y aura un vainqueur parmi les barbus et aussi un vainqueur parmi les votants. Et ce votant, peut-être qu'il aura un cadeau de la part de Big Moustache et en plus, peut-être aussi une soirée avec nous. Voilà. Ça serait une très belle chose. En fait, j'aime tellement tous ces barbes, j'ai commencé à les nommer parce que par exemple, t'as la barbe surprise du Fidjien parce qu'en fait, il a la tête un peu surpris d'avoir un barbe sur le visage, comme c'est comme il s'est réveillé un matin, tiens, j'ai une barbe. Et après, il y a la barbe Aquaman, donc c'est celle de Sudaf là, parce qu'en fait, j'ai vu ce film et je pense que j'ai perdu 2 neurones hier en regardant ce film. Mais il a exactement le même barbe que Aquaman. Donc en fait, il y a la barbe à l'envers, c'est Charlie Fry où il est complètement chauve et donc tout le cheveu s'est poussé par la barbe. Donc j'ai commencé à nommer tous ces barbes. Franchement, ça vaut la peine d'y aller sur le Facebook de Big Moustache et on les remercie pour leur partenariat. Bien sûr, et surtout, donc on annoncera le vainqueur, bien sûr joueur et le vainqueur votant dans notre épisode de la finale qui sera publié le 6 novembre. Donc écoutez absolument cet épisode parce que si vous avez voté, vous êtes peut-être le gagnant et vous le saurez que à cet endroit-là. Exactement. Donc, je pense qu'on est prêt, les gars, pour parler de ces super matchs de ce week-end. Alors absolument, moi je vous rajoute une petite parenthèse, c'est que si je semble un peu euphorique, c'est que je sors d'un match que j'ai gagné avec le bonus offensif, enfin moi, surtout mon équipe, et je suis super heureux, quoi. Bravo Charlie. Merci beaucoup. C'était contre qui? Heureux, putain. Contre Vincennes qui est coaché par 2 de nos anciens joueurs, donc on avait très envie de le gagner, on l'a gagné, on est très heureux. J'ai bouffé le meilleur match de rugby de ma vie hier et aujourd'hui j'ai gagné contre mes anciens coachs. Je suis très content. Gros week-end ovale, Charlie. Ah, super week-end ovale, ouais. Et week-end un peu rond le vendredi soir quand même. Il n'y avait pas que l'ovale. T'avais annoncé du rond sur Facebook, j'avais vu. Ouais. Peut-être il était inspiré par un certain numéro 4 anglais aussi, à creuser. Oh mon Dieu, on en reparlera. Allez, on y va les gars, on y va. Alors, avant d'attaquer ces 2 super matchs de ce week-end, en fait, j'aimerais bien revenir en arrière parce que il me semble que Théo, tu nous as dit des choses super intéressantes sur l'histoire, le story derrière cette équipe d'Angleterre et notamment leur coach Eddie Jones. Oui, Thierry, c'est vrai qu'on avait parlé un petit peu d'Eddie Jones déjà au début de ces épisodes. Eddie Jones, donc c'est le coach de l'Angleterre. C'est
c'est un Australien de nationalité aujourd'hui, mais il a une histoire vraiment très particulière. C'est que c'est un gars qui est de nationalité aussi japonaise au départ. Donc cette Coupe du Monde au Japon est importante parce que sa mère était japonaise et son père était australien. Et ses parents se sont rencontrés lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, les Australiens ont fait partie des forces alliées d'occupation du Japon qui étaient du côté de la défaite. Et du coup, lorsqu'il est rentré en Australie, j'imagine petit garçon, je ne sais pas exactement à quel âge, c'est un gars qui a subi un petit peu de racisme ou en tout cas de discrimination liée à sa double nationalité, venant d'un pays ennemi, etc. Et ensuite, il s'est construit progressivement, voilà, il a joué, il est devenu entraîneur, etc. Et aujourd'hui, je pense que venir finir peut-être sa carrière d'entraîneur au Japon, qui est son pays et de naissance et aussi de souffrance, avec une équipe pour la porter sur le toit du monde et sur le toit du projet de sa vie qui était le rugby. Je pense qu'il y a quelque chose quasiment de psychanalytique là-dedans qui est vraiment une aventure assez extraordinaire et qui est aussi qui fait résonner pour tous ceux qui ont joué au rugby le mélange de plaisir et de souffrance dans ce sport. Et je pense que pour lui, là, il y a quelque chose qui est exceptionnel. Et du coup, assez tôt, j'avais dit, c'est peut-être le monsieur plus de cette équipe. Je commence à croire que je me suis peut-être pas trompé, mais je suis sûr qu'on va en reparler après. Bah écoute, moi j'ai beaucoup pensé à toi et à ce que tu avais dit sur lui, à son histoire. C'est vrai qu'il dégage un truc, le mec est toujours souriant, il a une espèce de classe dedans et je prenais ça un peu pour de l'arrogance avant, quand il coachait le Japon mais avec l'histoire qu'il nous a raconté un peu, sa petite backstory là, c'est vrai qu'il prend une dimension, ce mec. Ça donne une profondeur, hein, ouais, à tout son complètement, chemin, ouais. Ouais. Et en fait, c'est pas la seule histoire, on va dire, la seule story dans ce Coupe du Monde aussi, parce qu'on avait parlé de cette équipe de Afrique du Sud, où j'avais dit, bah tiens, je reconnais plus les joueurs, je connais pas de tout cette équipe. C'est vrai aussi que cette équipe d'Afrique du Sud, ils ont perdu un joueur emblématique de chez eux, Chester Williams, un allié, qui est mort juste avant le Coupe du Monde. Et tu m'as parlé d'un nouveau équipe en train de s'émerger, d'un arc-en-ciel. Oui, c'est vrai que faut pas oublier que l'Afrique du Sud, depuis les Coupes du Monde de rugby ont commencé en 87, et les deux premières, 87-91, l'Afrique du Sud n'était pas invitée parce que le régime de l'apartheid était encore, ça paraît loin, c'est incroyable, hein, mais était encore en vigueur en Afrique du Sud. Et la première Coupe du Monde qu'ils font, c'est celle de 1995. Ils sont champions du monde cette année-là. Ça avait un petit peu jasé parce qu'on avait dit qu'ils avaient été un petit peu favoris et qu'il y avait une tellement belle histoire à raconter qu'au moment où ils montaient dans le train, on va dire, de la bienséance mondiale en abandonnant l'apartheid, ils étaient champions du monde du premier coup, et en même temps c'était à l'époque encore un pays très fracturé, et aujourd'hui plus de 20 ans après cette première Coupe du Monde, ils se retrouvent en finale. Mais ce qui est magnifique, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, c'est que le capitaine, c'est un joueur noir qui s'appelle Colissi, qui est troisième ligne, qui est un joueur de très très grand talent, on l'a vu jouer. Et aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup de joueurs de couleur dans cette équipe, alors qu'à l'époque, ils n'avaient que Chester Williams, qui était une exception, parce que le rugby en Afrique du Sud, c'était le sport des Blancs, et c'était aussi le sport de la domination un petit peu de cette... on va dire population blanche qui était la caste dominante en Afrique du Sud. Donc ils ont fait ce chemin. Bon, ça ne veut pas dire que l'Afrique du Sud n'a pas de problèmes sociaux, n'a plus de problèmes sociaux, mais quelque part, c'est le creuset de l'intégration qui s'est fait aussi avec ce sport, et c'est aussi ce qu'on aime dans ce sport, cette capacité à réunir des gens qui n'ont rien à voir entre eux au départ, et peut-être même des gens qui sont opposés fondamentalement, structurellement au départ. Donc peut-être qu'ils sont là au bout, et quelque part on a en finale de cette Coupe du Monde deux équipes qui ont chacune quelque chose d'extraordinaire à raconter. Cette équipe anglaise qui a fait une Coupe du Monde 2015 complètement ratée, qui recrute un sorcier, qui a une histoire avec le Japon, ça vient se terminer là, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis de l'autre côté, 25 ans après le premier titre, une équipe d'Afrique du Sud qui vient peut-être pour parachever l'intégration de son équipe. Donc, dans les deux cas, on aura un beau vainqueur. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ça, c'est sûr. Et c'est intéressant, comme tu as dit, il y avait beaucoup d'images, beaucoup de belles images, ce Coupe du Monde, avec les deux équipes ensemble qui saluent les publics. On a vu beaucoup de belles images de bagarre aussi, parce que c'était un sacré Coupe du Monde, et surtout, je pense qu'on va démarrer par l'Angleterre, Nouvelle-Zélande. La solution,
samedi matin, nous avons eu un match vraiment d'anthologie. C'était un truc de formidable. L'Angleterre contre Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande était tout de suite prêt pour la bataille, mais je trouve que l'Angleterre était vraiment prêt pour la guerre. Ça se montrait tout de suite pendant le haka, par exemple, où l'Angleterre a montré qu'ils étaient vraiment prêts pour recevoir ce défi des Nouveaux-Zélandais. Et quel barrage! Le match démarre avec Tulagi qui marque dans les 90 secondes. Nouvelle-Zélande vraiment sur le recul, surpris. Tulagi aussi fait une interception 6 minutes plus tard. Il passe à Johnny May et heureusement c'est la bonne défense d'un certain Scott Barrett qui permettent à la Nouvelle-Zélande de sauver un essai. On voit l'Angleterre vraiment en maîtrise pendant tout ce premier mi-temps. En 25 minutes, il y a un essai qui était rappelé parce que il y avait un écran. Tout de suite après, la Nouvelle-Zélande qui dans le 22 des Anglais, mais sans prendre des points. L'Angleterre, il ne reculait pas. Il avançait sur chaque contact. Il gagnait en mêlée, il gagnait des touches. Le 4 anglais, Itoje, il était vraiment formidable et on voyait après lui en tant que l'homme de match. Le défense anglaise, ils n'étaient pas là dans la pression comme l'Afrique du Sud était contre Nouvelle-Zélande. Ils étaient dans l'attente. Ils forçaient les décisions des Nouveaux-Zélandais et ils plaquaient pas à 1, pas à 2, mais plutôt parfois à 3. On voyait 10-0 pour l'Angleterre le mi-temps. Je sais pas où vous étiez, les gars, pour regarder ce match, mais moi, dans le petit bar où j'étais, on était tous un peu surpris. Où j'étais, moi, je te rappelle que je fêtais mes 33 ans, donc c'était un peu compliqué. Donc tu t'en rappelles plus très bien. J'ai eu du mal, mais non, en tout cas, c'était vraiment le choc des titans. On l'avait annoncé, même ceux qui connaissaient rien au rugby, ils savaient très bien que le samedi matin, et d'ailleurs, tu les avais prévenus, il fallait qu'ils soient devant leur télé. C'est quand même deux équipes qui sont à 80% de victoire, hein, à peu près, ces 4 dernières années. C'est deux équipes assez violentes. Bon, déjà, sur le haka, on était, Farrell, que j'en ai parlé un peu avant dans ce podcast, que j'aime détester. Il m'a fait frémir, quoi. Son petit sourire du type qui va manger son petit déj. Mais c'est le mec en face de lui, il y a des guerriers et lui, ça le fait marrer, quoi. Il dit, je vais me marrer la gueule, les gars. Vous savez pas ce que je vais vous envoyer. Et en effet, je pense qu'ils étaient pas prêts, hein, les Néo-Zélandais. Mais tu as cité Maro Itoje. C'est vrai bon, il a été énorme. J'ai pas assez de superlatifs, hein, on va me dire que je parle que des deuxièmes lignes encore, mais je pense que le fait qu'il a été homme du match, le fait qu'on parle que de lui, ça fait un peu oublier aussi la prestation de Courtney Love, qui a été, en fait, ils avaient un attelage mais d'assassins. Faut pas oublier qu'en face, quand même, Retallick, Whitelock, c'est des mecs, c'était la 54e ou 55e fois qu'ils jouaient ensemble. Ils avaient quand même des beaux animaux en face. Et les gars, mais alors, le premier ruck, mais dès le premier ruck, Maro Itoje, il a consommé 3 défenseurs, quoi. Et je pense que les Néo-Zélandais, ils ont été complètement désarçonnés. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que dès la 4e minute, t'as George Ford qui va piquer un ballon, qui arrache un ballon au pilier adverse, quoi. Donc t'as le 3/4 qui va t'arracher le ballon du près d'un animal. Ça en disait long quand même sur l'envie qu'ont montré les Anglais dans cette première mi-temps déjà. Ils ont fait une entame hallucinante. Royale. Et pourtant, comme tu l'as très justement dit, Thierry, Barrett qui reprend l'ailier, mais il reprend pas n'importe qui, Scott Barrett. Il reprend Johnny May, s'il te plaît, qui part avec les cannes. Et moi, je me suis dit, mais là, il y a essai. Et je n'en suis pas revenu qu'il le rattrape. Et s'il le chope pas, il y a 14-0 au bout de 2 minutes. C'est un truc de dingue. Donc, en fait, qu'il n'y ait que 10-0 à la mi-temps, quand tu regardes, si tu oublies la couleur des maillots, c'est pas les Blacks, une telle domination dans l'impact et la domination territoriale et de maîtrise du ballon qui que 10-0 à la mi-temps, c'est une énorme performance défensive des Blacks. Mais clairement, ils se sont fait complètement bouffer dès le début du match et en fait, ils ont pris, mais c'est comme un combat de boxe où tu prends un coup au menton sur le premier crochet du mec et en fait, tu t'en remets jamais de tout le match. Et même si tu vas au bout et que tu perds au point parce que ils sont pas si loin que ça, on peut pas dire qu'ils aient pris une raclée, etc. Mais ils ont été KO debout pendant tout le match. Donc, franchement, après, on peut y revenir un petit peu, mais il y a que 7-0 à la 25e, alors qu'ils ont fait que de courir après le score. Et là où les Anglais ont été exceptionnels, c'est que contrairement aux Sud-Africains au début des matchs de poule, quand ils ont joué et les 20 premières minutes, ils ont agressé les Néo-Zélandais, mais ils n'ont pas marqué. Là, ils ont marqué au bout de 84 secondes.
les Néo-Zélandais, j'aimerais savoir depuis quand ils n'ont pas pris un essai d'entrée comme ça, en se faisant marcher dessus à ce point-là. Parce que là, je me suis dit, mais ok, j'ai compris, ils ont donné le ton, les mecs. Et en fait, les Néo-Zélandais, on se rend bien compte aussi avec ce match-là que c'est une équipe qui est tellement habituée à dominer, et on oublie à quel point ils sont immenses. Et en fait, je trouve que là, ok, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, mais ça ne remet rien en cause de leur domination sur les 15 dernières années qui était exceptionnelle. Et en fait, là, c'est juste une équipe qui n'est pas habituée à courir après le score et qui ne sait pas batailler quand elle est un peu menée, parce que très souvent, ils marquent une fois, 2 fois, 4 fois, ils ont 15-18 points d'avance, et donc ça permet tout, y compris toutes les faiblesses. Oui. En fait, l'Angleterre, ils ont démarré le deuxième mi-temps exactement de la même façon. Ils étaient déjà dans les 22 des All Blacks tout de suite, avec un bel essai qui était encore annulé car en avant dans un maul. Donc, Théo, j'aimerais bien que tu m'expliques. Très sévère cette annulation-là. J'aimerais bien que tu m'expliques ça après, parce que pour moi, c'est du jamais vu. Bon, bref. Après, malgré cette décision, j'ai trouvé que l'Angleterre était quand même très serein, et ils ont quand même mis les points de 3 points avec une pénalité. Dans les 55 minutes, on voit les All Blacks finalement commencer à mettre un tout petit peu le gage. Il y avait une touche ratée. C'est un raté des Anglais, quoi. C'est un raté des Anglais. C'est même pas. Ouais, c'est le seul erreur qu'ils ont fait. Et bouf, ça va intercept et essai pour Nouvelle-Zélande. Pendant 2 minutes, on peut dire que tiens, là, il y a un match, parce que je pense que c'était 13-7, mais finalement, réaction immédiate des Anglais, à notre pénalité, 16-7. Et franchement, à 66 minutes, on pourrait dire que ce match est fini avec un autre pénalité 19-7. Les Blacks, ils n'arrivaient pas à passer la ligne défensive des Anglais. Ils essaient de mettre un dernier essai de l'honneur, et les Anglais, mais ils étaient sans pitié, comme Théo le dit tout souvent. Ils ont dit non, ce match est fini, et les All Blacks rentrent à la maison. On a quand même le sentiment que les Blacks, en fait, n'ont quand même jamais été en mesure de gagner ce match, ce qui est très rare. Hein. Pas de solution. Faut rappeler quand même qu'ils ont un ratio de victoire-défaite, cette équipe, qui est extraordinaire. On n'a pas beaucoup parlé d'eux. Et pourquoi est-ce que les All Blacks, tout simplement, ont une domination quand même assez incroyable sur le rugby mondial depuis plus de 100 ans? C'est pas par hasard. Ils ont une histoire très particulière avec ce sport. C'est un tout petit pays du bout du monde qui a créé son identité avec ce sport dans un mélange un petit peu de culture maori, qui est une culture de combattants, et les British, qui sont une culture on va dire, de la règle et de la dureté d'exécution et d'organisation. Et avec ça, ils ont fait, monter une mayonnaise historique, une mayonnaise noire qui écrase ses adversaires depuis très longtemps. Et le rugby en Nouvelle-Zélande, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est pas vraiment un sport, c'est une manière de vivre, c'est presque une religion. D'ailleurs, on voit très bien de temps en temps, médiatiquement, quand il y a un ancien All Black qui meurt, il y a des haka aux enterrements. Ça devient carrément des trucs incantatoires qui dépassent complètement le domaine du rugby. C'est une manière d'être. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'ils perdent contre les Anglais, qui sont aussi les inventeurs de ce jeu et qui sont juste au bout d'un projet exceptionnel de 4 ans, mené, on l'a dit, par une sorte de sorcier de ce jeu, etc., mais aussi une génération de folie. C'est honorable. Ils perdent avec leurs armes. Ils ont quelques jeunes joueurs dans cette équipe, beaucoup de jeunes derrière, plutôt des mecs expérimentés et un peu plus vieux devant. Et je pense qu'en fait, là, on a eu la confrontation entre 2 équipes qui ne sont pas au même niveau d'intégration. Et moi, j'ai trouvé que dans cette équipe des All Blacks, il y avait une faiblesse de la morale collective. Et je pense que les avants ayant un petit peu failli, parce que Retallick et l'autre deuxième ligne, Whitelock, ont été pris quand même par leur vis-à-vis d'une manière incroyable, alors que c'est des mecs qui ont dominé la planète rugby il y a 3-4 ans. Et je vois, j'ai noté, parce que ça m'a bluffé, à la 64-65e, tu disais 66e, on a l'impression que le match est fini. Tuilagi, il prend Retallick, il le découpe, et la minute d'après, Itoje, il prend Whitelock, il le découpe. Alors que c'est les mecs qui ont mis cette équipe dans le sens de la marche pendant des années. Ben là, c'est juste, les gars, c'est fini. Et derrière, ils sont un peu jeunes. Juste pour placer rapidement, donc Retallick, c'est le numéro 4, il me semble, All Black, et c'est lui qui ressemble au gars de famille Adams, non, le grand. C'est lui le mort-vivant. Ouais. Ok, juste merci. C'est tout à fait ça. Et ces 2 joueurs-là, voilà, ils ont énormément compté chez les Blacks ces quelques dernières
dernières années. Je crois que c'est Retallick qui a été meilleur joueur du monde en 2016 ou 17, je sais plus, un truc comme ça. Et là, bon, ils ont tout simplement été pris. Et derrière, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le centre du terrain, et en particulier le 10 et les deux centres, ont pas assez pesé sur ce match. Et c'est vrai que les Blacks sur ces dernières générations, ils avaient quand même un numéro 10 comme Daniel Carter et un 3/4 centre comme Anonou. On les remplace pas comme ça. Je veux dire, là ils ont une équipe de mecs qui sont en devenir. Le 10 a très peu pesé dans son jeu au pied. Goudiou, il a sauvé un ou deux trucs, et honnêtement, ce qu'il a eu de plus beau sur ce match, c'est quand même sa coiffure qui est exceptionnelle. Mais à part ça, moustache et moulette, blonde, exceptionnelle. Enfin là, on voit la fin des années 70-80 qui revient à la mode sur le plan capillaire, et c'est toujours un petit plaisir. Mais blague à part, ils n'ont pas pesé. Donc parfois, ils ont essayé de chercher des solutions individuelles. T'as Barrett qui fait des coups de pied au-dessus, et puis ils ont fait beaucoup d'imprécisions, des en avant sur les renvois, on écarte, paf, le ballon qui tombe. Enfin, je veux dire, c'était pas les Blacks. Mais tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils se sont fait secouer comme des pruniers par les Anglais. Complètement. Je te trouve un peu sévère sur Goudiou, parce que au-delà de moi, j'ai trouvé bon sur ce match. Au début de match, il a fait un ou deux sauvetages pas mal. Ouais, on le voyait quand même pas mal, mais c'est quand même pour continuer un peu dans l'idée de ce que le rugby peut représenter pour eux. Il y a deux pays au monde pour lesquels le rugby c'est le sport numéro 1, c'est le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande. Sinon, partout ailleurs, c'est le foot qui est prédominant, et en effet, c'est des pays qui tournent autour du rugby. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le pays du rugby. Après, juste, je rebascule vers l'Angleterre, où tu as parlé d'un projet de 4 ans, où ils sont allés chercher ce fameux sorcier. Pour moi, c'est vraiment un projet de plus longtemps, parce que déjà avec Lancaster, ils avaient amorcé un changement de stratégie, et ils ont commencé, je trouve, même s'ils ont loupé leur Coupe du Monde 2015, ils ont commencé ce revirement vers le jeu, vers tout ça, déjà avec Lancaster. C'est vrai que la génération Lancaster, ils avaient commencé quelques années avant à modifier le rugby anglais, et en particulier à ne rendre dans les équipes de première division éligibles que les sélectionnables à terme. Voilà, ce qui est pas tout à fait le GIF français. Alors GIF, joueurs issus de la formation française, qui est une règle qui touche les clubs du top 14, qui sont censés mettre sur leur feuille de match un certain nombre de joueurs issus de la formation française. Mais ce qui est un petit peu pervers là-dedans, c'est que dans notre système à nous, ces joueurs-là peuvent être formés en France, mais d'une nationalité différente. Géorgien, fidjien ou autre, on peut être GIF, mais jouer pour un autre pays. Or, dans le système des Anglais, l'équivalent du GIF doit être sélectionnable en équipe d'Angleterre. Donc ça oblige des très bons joueurs à se révéler, ça oblige les clubs à les faire jouer, et tout cela, c'est le réservoir des futurs internationaux. Et on voit que ce système, qui est je crois en vigueur depuis 7-8 ans chez eux, aujourd'hui il paye. Porte ses fruits, ouais, complètement. Et donc si je comprends bien, ça veut dire que ça va payer dans l'avenir aussi. On espère, sauf que pour nous on a encore le système des GIFs. J'espère qu'il sera modifié, j'espère qu'on en reparlera dans peut-être la saison 2 de Pack de Potes, Thierry. Oui. Juste pour continuer un peu aussi sur ce que tu disais, tu vois, c'est vrai que ce timbre à la 65e là, de Itoje sur Whitelock, c'est en fait ce match par rapport à tout ce que tu nous décris un peu de ce qu'est la Nouvelle-Zélande et ce qu'est le rugby pour la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Zélande pour le rugby, c'était un peu, pour moi, quand j'ai vu ce match, c'est un peu putain, c'est des humains, tu vois. C'est un peu Superman peut saigner, tu vois. T'avais un peu ça, quoi. Et je trouve que ça remet pas en cause ce qu'ils sont d'exceptionnels. Leur valeur, bien sûr que non, mais bien sûr que pas non, du au tout. contraire. Et on peut perdre quand même. Mais pour moi, ce timbre, il était assez représentatif, parce que pour moi, c'était vraiment genre le mec montre qui c'est Raoul, quoi. Et autour de ça, cette deuxième mi-temps, tu voyais que les Néo-Zélandais ne trouvaient pas de solution, qui perdaient leur duel, qu'il y avait un truc où c'était vraiment pas vraiment une chute, parce qu'en effet, comme tu dis, faut rien enlever à la qualité de ce qu'ils ont, de ce qu'a cette équipe. Mais c'était un peu putain, ils peuvent saigner aussi, quoi. Ils peuvent retomber. Bien sûr, c'est important. Et ce qui est étonnant, moi, un des gestes qui m'a le plus rappelé qu'ils étaient en train de perdre les pédales et qu'ils gagneraient pas, c'est la petite claque sur le front que met Whitelock à je sais plus quel joueur, où il perd ses moyens. Et là, tu te dis, c'est pas eux, quoi. C'est-à-dire que les Blacks, normalement, ils font jamais d'espèces de petits mauvais gestes comme ça. Ils ont pas besoin de ça, ils te mettent 50 points. Et en fait, ils sont juste humains. Il y a des moments, t'es sur le terrain de rugby. Ceux qui nous écoutent, comme vous, les gars, on le sait, à un moment, t'en peux plus, t'as envie d'arroser le mec d'en face parce que, en fait, il est juste meilleur que toi. Et c'est très, très dur à supporter. Et c'est aussi ce qui fait la différence entre les grands joueurs dans un moment clé où ils vont être champions du monde et les autres.
confère les coups de coude que tu mets au mauvais moment, même si t'es énervé, etc., etc. Tu vises quelqu'un peut-être? Personne. On a parlé des joueurs, des avants qui a une certaine bouteille, on va dire. Pour moi, Vanipola, le pilier là, en fait, il ressemble à un nain dans Les Seigneurs des Anneaux. Et je pense que je lui donne 2 voire 300 ans quand même. Il pourrait être là la création de rugby en Angleterre. C'est lui qui a inventé le rugby. C'est exactement ça. Il vit dans la comté. Ouais, il vit dans la comté. Est-ce que je peux faire mon petit analyse de ce match pour un Américain qui ne connaît pas le rugby? On l'attend, tout le monde l'attend, notre public. Le public est en feu. Ils sont en feu, là. Bon, en fait, là, il faut imaginer un truc en noir et blanc, comme on avait 2 équipes en noir et blanc. Donc, en fait, pour moi, en fait, c'est un peu comme un vieux film de Charlie Chaplin ou Buster Keaton de l'époque. Et notre héros, Charlie Chaplin, c'est les nouveaux Z. Ils sont beaux, ils sont gentils, ils ont de belles sourires et on les aime bien. Et en fait, il est dans un ring de boxe et il est là, il est pas mal, il est rapide, il est tonique, c'est très bien. Et en fait, tu vois que tout le monde part. Il y a plein de monde qui sont dans le ring. Il y a tout le monde qui part et d'un coup, il voit le personne en face il doit combattre. Et là, le mec se met debout, il dit, oh là là, ça va être difficile. Il prend un claque tout de suite. Et en fait, comme tu as dit déjà, Théo, il était assommé debout. Sonné d'entrée. Ouais, voilà. Et après, il essaie, en fait, le grand mec mit sa main sur la tête et le petit Charlie Chaplin, il essaie de taper le mec, bon, et ça, il arrive pas de tout. Et finalement, le grand, il le donne 2 gifles et c'est fini. Donc voilà, pour moi, le match pour... c'est méchant pour les All Blacks, mais il y avait un peu de ça. C'est un peu ça, mais ils ont tellement souvent été méchants avec d'autres équipes. Oui, ouais, ils ont tellement martyrisé les autres. Ça a tellement été souvent ceux qui mettaient la tête sur le front et qui empêchaient les autres de mettre la moindre droite. Alors après, c'est vrai qu'on a tellement parlé de la déception des Blacks que finalement on n'a pas dit grand-chose des Anglais, mais ils ont fait, ils ont fait un match extraordinaire. Et moi, je l'avais dit, ces 2 équipes qui n'ont pas de points faibles, on a surtout vu que l'Angleterre n'avait aucun point faible. Et ils ont affiché, je trouve, surtout une détermination, une sérénité, une solidarité extraordinaire. Et ceux qui m'ont le plus frappé, quand même, c'est les 2 troisième lignelles qui ont été énormes, même si Itoje a été magique. Et Itoje, il a quelque chose il est presque comme un dessin animé. Je sais pas si vous avez vu. D'ailleurs, c'était dans le journal aussi. Il a aucune cicatrice, le mec. T'as l'impression que tout est facile. On dirait le mec des Cités d'Or. Tu vois, il est beau, il est mignon. Oui. Bah non. Mais c'est quand même un mec qui te fait 12 ou 14 plaquages, 3 turnovers, 7 ou 8 ballons en touche sur le match. Demi-finale de Coupe du Monde. C'est monstrueux. Et t'as l'impression que c'est facile. Ouais, justement, Maro Itoje, je peux pas vous dire tout ce que je pense de lui parce qu'il m'a tellement impressionné. Il y a cette image, tu sais, à la fin du match où il tombe à genoux, lentement, il enlève son casque, tu vois, il relève. C'est un guerrier, quoi, guerrier. Putain, bref, c'était beau. Mais par rapport à la touche, il y a un truc quand même qui est mentalement, qui est très violent, parce que ce mec-là, il était, tous les ballons étaient, bon, j'exagère, mais 90% des ballons étaient envoyés sur lui. L'alignement adverse savait qu'il allait sauter. Et il prend quand même savait que c'était sur lui et il prend quand même tout. C'est ça l'horreur. Mais non, mais en vrai, c'est horrible. Tu vois, t'as les mecs qui se disent ouais, ça va être sur lui, ça va être sur lui. Ouais, c'est sur lui, puis il le prend quand même. Et t'es pas loin, chaton à chaque fois, mais il le prend quand même. C'est horrible pour l'alignement en face. Il les a dégoûtés. Il m'a. Et puis les deux troisième lignelles, Curry, Underhill, c'est monstrueux. Mais ils m'ont rendu fou. Mais bien sûr. Mais ils ont mis des timbros. Bon, on avait quand même un autre match le dimanche, l'Afrique du Sud contre Pays de Galles. Un match, on peut dire, assez lent, avec beaucoup d'envie, mais peu de réalisation. Beaucoup de ballons perdus. Bon, on peut dire qu'il y avait des mêlées impressionnantes des Afriques du Sud. Il y avait des Gallois qui étaient assez confortables dans l'air avec des ballons gagnés comme ça. Mais en gros, je pense que pour le premier mi-temps, la chose qui m'a fait marrer le plus, c'est les poireaux des supporters. Parce que franchement, il y avait pas grand-chose. Les poireaux des Japonais dans le stade, c'était géant. J'ai trouvé ça génial. Franchement, j'ai trouvé le premier mi-temps super brouillon. On peut dire presque un gribouillage de match avec un score en mi-temps pour l'Afrique du Sud 9-6. L'antithèse de la veille, quoi. Ouais, et en même temps, alors, moi j'ai beaucoup entendu ça et tout. Et j'ai entendu à la radio, oui, un match chiant et tout. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce match, c'est que c'est resté un match disputé jusqu'à la fin. Et à 5 minutes de la fin, il y avait 16 partout. Et je trouve que les Gallois ont pas démérité. Je trouve que Alf Penny, franchement, il est éternel, ce mec. Le mec, le premier ballon haut, il te fait une réception. T'as Chelsea Colby qui est pas là, mais t'as Alf Penny qui fait la même en face. Il m'a fait rêver. Et puis, il met la pénalité pour égaliser à 16 partout, à la 75e, en coin.
excuse-moi, c'est quand même les mecs, c'est quand même des bons joueurs, quoi. Donc moi, j'ai bien aimé ça. Alors, De Allende a été exceptionnel. Le centre Sudaf, c'est lui qui marque l'essai. Il va vraiment se le chercher tout seul. Les Gallois, pour venir égaliser l'essai, enfin qu'il les fait recoller, ils choisissent à un moment où ils pourraient avoir une pénalité pour revenir à 4 points. Ils choisissent de jouer la mêlée. Ils sont récompensés en marquant un essai. Donc honnêtement, moi j'ai passé un très bon moment de rugby avec beaucoup d'engagement, mais un beau match. Je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à la combativité des Gallois. C'est une équipe, et on en avait parlé un peu au début, qui avait moins de bancs que les autres, qui avait moins de turnover. Leur troisième ligne, là, Navidi, c'est ça, le Dre 2 là. Oui, bah lui il jouait pas. Et puis North qui se claque pendant le match. Il a clairement manqué. Tu vois que ouais, ils sont bien fait cogner quand même. Il y a eu des sorties sur blessure. Je pense que voilà quoi, ils ont pas démérité alors qu'ils avaient peut-être pas le même banc que d'autres équipes. En effet, à la fin là, quand ils choisissent la mêlée au lieu de la taper au pied, je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont cons quand même ces mecs-là. Et en fait, pardon, mais grosse paire parce que aller le marquer derrière c'était beau. Donc en fait, la première mi-temps était chiante, pardon. Moi, j'étais un peu en mode, voilà, beaucoup de jeux au pied, peu de rythme, tu vois, très fermé. Mais c'est vrai qu'à la fin, en fait, une fois digéré un peu peut-être ce contre-pied au match de la veille, hein, où on s'est dit merde, on s'attendait à peut-être 2 demi-finales d'anthologie. Il y en a eu une et demie, on va dire. Mais une fois digéré, c'est vrai que je me suis dit putain, quand même, les Gallois, ils donnent des leçons de volonté, quoi, de courage. Tu sais, moi j'ai un copain qui m'a rappelé là il y a pas longtemps en parlant du match contre les Français qu'ont perdu les Français. On avait quand j'étais jeune junior à la CBB, c'était Nick Mallette qui était l'entraîneur des seniors, qui était à l'époque en Fédéral 1, et il disait mais tu sais casser les couilles de l'adversaire, le faire péter les plombs, ça aussi c'est rugby. C'est vrai. Et c'est vrai. Voilà, le rugby, c'est pas un sport spectacle. C'est aussi un sport de clébard. C'est aussi un truc où on est là pour faire dégoupiller les mecs en face, les énerver, leur faire des conneries. S'il faut qu'ils prennent des jaunes parce que au bout d'un moment, tu leur fais péter le plomb, t'es le plus malin. Ça fait aussi partie du rugby. Et Faf, il est un peu comme ça, notre Faf de Clerc. Avec le deuxième ligne, là, putain, et j'ai pensé à vous, quoi. Peut-être c'est pour ça, en fait, que j'étais un peu triste au première mi-temps, parce qu'en fait, j'avais pas vu le Faf. C'est même dans mes notes, j'étais le Faf, il est où? Il fait un bon match. Oui, il a fait un bon match, mais il était moins évident que le match d'avant contre le Japon. Mais par contre, oui, le geste où il fait déjà, il fait un boulet, il attrape pas le ballon dans l'air, et bon, après, il fait un super plaquage sur le 9 en face, mais quand il y a le gros numéro 4 avec une jolie barbe un ball qui vient le choper, il le prend, mais il dit viens monsieur. Il doit être tellement énervant. Oh là là. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est un match de chien, c'est un casse-couille, quoi, tu vois. Le deuxième ligne en face, en vrai, il lui met une baffe, il dort pendant 3 semaines, Faf, mais il est là à rigoler pendant que l'autre le prend par le col. Faire dégoupiller le mec, ça aussi, c'est rugby. Exactement. Bon, pour revenir vraiment un peu par rapport au match, donc c'était 9-6 pour le premier mi-temps. Les Gallois marquent 9-9 en deuxième mi-temps. On voit un essai finalement, après un joli percé du 10 Sudaf Pollard. Il y a un course de 12 qui a réussi d'éviter Billard plus 2 autres Gallois qui marquent le premier essai du match, donc environ de 53 minutes. Repense après par les Gallois. Ils ont passé 5 minutes dans les 5 mètres face à une défense de Sudaf vraiment très très efficace. On avait parlé de ce choix de mêlée, il y avait une pénalité, au lieu de prendre les 3 points, ils ont pris la mêlée avec un super essai derrière. Audacieux, c'est audacieux. Vraiment. 10 minutes plus tard, on a 2 drops ratés de chaque côté, je pense. Finalement, un pénalité qui donne 19-16 pour l'Afrique du Sud. Et je pense que l'image de ce match aussi, c'est que dans le mêlée gagné par les Afriques du Sud, vraiment dans les dernières minutes, on voit tout le puissance de cette équipe et l'euphorie après. L'euphorie entre les mecs, ouais. C'est aussi ce qui faut jamais l'oublier, hein, ce qui fait de ce sport un sport un peu à part. C'est pour ça qu'on aime bien aussi les gars. C'est vraiment la communauté, la fraternité d'armes. On voit très bien cette mêlée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient sur le banc, qui étaient rentrés. Et là, ils font basculer finalement un match encore très indécis, 16 partout juste avant, sur une mêlée comme ça. Et là, quand tu joues devant, c'est des sensations extraordinaires. Et en fait, t'as vraiment des frissons, y compris
quand tu n'es pas dans la mêlée, mais les mecs de derrière, ils ont aussi envie de leur sauter dans les bras. Et c'est cette dimension collective-là sur un petit combat gagné qui te fait basculer, qui est fantastique et qui donne vraiment, c'est vrai, je trouve la chair de poule même quand t'es devant la télé, quoi. Enfin, tu te mets à la place des mecs et tu te dis, mais oui, quoi, ils l'ont fait, c'est beau, quoi. J'ai aussi noté que Eddie Jones était à ce match-là, et en fait, c'est la deuxième fois que je vois ça. Il porte un casquette de foot américain, en fait. Il a de Houston Texans. Et je trouvais ça assez bizarre que déjà Houston Texans, c'est pas une grande équipe de foot américain non plus dans la NFL. C'est pas c'est pas des 49ers, c'est pas une équipe avec beaucoup d'histoire, c'est une équipe qui est assez jeune, en fait. Ouais, donc j'ai trouvé ça intéressant. Je me demande quel est le lien entre Eddie Jones et Houston Texans, quoi. Réponse dans la saison 2 de Pack de Potes. Voilà. On va du suspense. Donc, avec ma famille, on a commencé à faire des blagues de Faf, et en fait, mon enfant, il a dit qu'il aimait bien Fafterix. C'est la façon qu'il appelle Faf de Claire. Fafterix. Il pourrait être un petit Gaulois. J'ai une théorie là-dessus sur le rugby, c'est que pour moi, il y a une proportionnalité des petits à être plus énervés que les gros. Parce que j'appelle ça le syndrome Obélix, bon, pour le coup. Hein. Mais c'est que quand t'as un gros qui est gros, il a jamais besoin dans sa vie de s'imposer, parce que on le fait pas chier, les gros, tu vois. Et que le syndrome Astérix, du coup, c'est le syndrome Fafstérix, ça marche très bien. C'est que du coup, le mec, il doit mordre des chevilles. C'est quoi que tu disais la semaine dernière? Ankle biter. Tout le temps, parce que voilà quoi, le mec il doit prouver tout le temps, et quand il a un 4 en face qui le fait chier, il dit bah ouais mon pote je suis là, vas-y si tu veux dans le défi. J'ai vécu ça il y a quelques années avec un gars qui jouait avec moi au Racing, je donnerai pas son nom, j'espère qu'il nous écoute pas, mais qui avait un gabarit totalement hors du commun et exceptionnel, qui avait fait du judo avant et qui avait des facilités physiques vraiment vraiment au-dessus du lot. Et en fait, je suis complètement d'accord avec toi, Charlie. Je pense que ce mec-là n'avait jamais appris à être vaillantasse ou teigneux, parce que tout simplement, tout le monde se poussait sur son passage durant toute sa vie, en fait. Et au rugby, les mecs ne se poussent pas sur ton passage. Non, non, pas tout le temps. Sauf exception. Et il avait du mal, alors qu'il était au-dessus du lot physiquement. Et c'est vrai que c'est emblématique. Ouais. Une chose, c'est sûr, je pense qu'on va avoir des gens qui vont se pousser les uns les autres ce vendredi, en fait, parce qu'on a Nouvelle-Zélande, Pays de Galles. Et franchement, si c'était moi, j'aurais pas envie d'être le Pays de Galles. Oh là là, mais la vengeance, mais non, mais les All Blacks, ils vont être énervés, mais malheureux. Non, je pense que pour les Gallois, ça va être compliqué, hein. Ça va être un peu dur. Surtout qu'encore une fois, on en reparle, ils ont moins de bons que les autres, ils ont moins tourné que les autres, ils ont perdu des mecs, là, contre l'Afrique du Sud. Je pense que des All Blacks énervés en face. Après, c'est des matchs de fête. Hein. Je pense que et on l'a dit, c'est des équipes qui ont des points communs. Je pense qu'il y a énormément de respect entre ces deux équipes. Donc moi, j'ai bon espoir que ce soit un match, enlevé, où on verra du jeu, où on verra des choses et où on verra surtout une fête du rugby avec des mecs à la fin qui vont célébrer leur amour de ce jeu. Je pense qu'on a vu beaucoup de belles choses sur cette Coupe du Monde, et une affiche comme celle-là, qui est une affiche festive malgré tout, parce qu'il y a 3e ou 4e, tu t'enfuis un peu sur une Coupe du Monde, en fait, honnêtement, voilà. Tu les retiens pas. Tu les retiens pas, et il y a pas d'enjeu. L'enjeu est très faible. Moi, je pense que ça va être un beau match. C'est de toute façon une belle affiche. Voilà, c'est deux magnifiques équipes. Elles sont tombées. Je dirais que les Blacks sont vraiment tombés sur plus fort qu'eux. Ils sont passés un petit peu à côté de leur demi-finale. Les Gallois, c'est pas le cas. Ils sont tombés les armes à la main. Ils perdent de 3 points. Honnêtement, il y a absolument rien à dire. Donc moi, je pense que ça va être très sympa, et j'espère que les Blacks auront la décence de pas mettre 50 points aux Gallois. Soyez classe, les mecs, un peu. Soyez classe. Ouais, mais je pense que comme on a déjà dit, on peut pas trop compter sur ça parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Sinon, samedi, ça va être notre finale depuis, ça fait un certain moment maintenant qu'on regarde ce Coupe du Monde, et je suis un tout petit peu triste que ça se finisse. Au moins, ça finit avec vraiment une très belle affiche. L'Angleterre contre l'Afrique du Sud à 10h samedi matin. Oui, ça va être une belle affiche. Après, clairement, de ce qu'on a vu depuis les poules jusqu'à cette demi-finale, je pense que malgré mon faible ratio en pronostic, je pense que ça va être dur pour les Sudaf. Je pense que les Anglais, ils sont... C'était une des affiches possibles de la finale. C'était un des scénarios, on va dire attendus. En tout cas, soit Angleterre, soit Nouvelle-Zélande. Mais on savait que l'Afrique du Sud était une des favoris de cette partie de tableau.
quand même rappeler que s'ils se sont retrouvés dans cette partie de tableau, c'est parce qu'ils ont perdu contre les All Blacks, les Néo-Zélandais, pendant le match de poule. Hein. Ouais, donc ils se retrouvent en finale alors que les autres sont sortis en demi, mais à la régulière l'un contre l'autre, c'est les Blacks qui ont gagné sur cette Coupe du Monde. Attention, ça reste un match de rugby et on voit bien que les Sudaf, on les voyait quand même assez fortement favoris contre les Gallois, c'est quand même pas passé loin. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce qu'ont montré les Anglais, ils sont clairement devant. Je serais content aussi parce que j'aimerais que ce trophée Webb Ellis revienne dans l'hémisphère nord. Et là-dessus, les Anglais, je leur tire mon chapeau. Ils l'ont gagné en 2003. S'ils le gagnent ici, on est content que ce soit au nord. Pour la promotion du rugby mondial, c'est bien aussi que ce ne soit pas toujours les mêmes équipes qui gagnent. C'est très important. Mais attention, c'est un match, 80 minutes, 15 plus 7, 22 mecs contre 22 mecs, ça peut basculer de l'autre côté. Bon, je voulais juste dire une dernière chose par rapport à ce match, l'Angleterre contre l'Afrique du Sud. Donc, Afrique du Sud, ils ont perdu contre Nouvelle-Zélande, que les Anglais ont battu. Quand même, ils ont battu les Pays de Galles, qui ont battu l'Angleterre pendant la dernière Six Nations. Donc, il y a une distance, on est d'accord, mais quand même, ça reste proche, comme tu dis, Théo. Absolument. Après, c'est vrai que les Six Nations, c'est autre chose. Hein. C'est des... en plus, pour les Gallois, c'est quelque chose... cette victoire contre les Anglais, elle avait été acquise dans leur stade du Millennium de Cardiff, qui est plus qu'être à domicile. Enfin, les Gallois qui jouent au Millennium, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui nous écoutent, si vous avez jamais fait de tournoi match du tournoi en Europe, si vous avez envie de bouger, mais allez d'abord au Pays de Galles, quoi. C'est juste tellement magique, la ville de Cardiff, sur la mer, avec les pubs au pied du stade. Enfin, c'est magique. C'est autre chose que le Stade de France. Ouais, bah, c'est autre chose. Et quand ils sont là, c'est vrai qu'ils ont quelque chose, ils ont un vrai 16e homme dans ce stade. Donc, ils ont toujours un petit avantage. Tu sais, Théo, ça me fait penser, ça peut être un bel petit projet pour le pack de potes d'aller à Millennium Stadium. Donc, il faut trouver un sponsor. Je vote pour. Oui, on vote tous oui. Si on peut trouver un petit sponsor moi, je pour suis chaud avec, comme une baraque à frites. Là, franchement, comme un fish and chips. Bon, les gars, on a quand même réussi de parler pas mal de temps sur juste 2 matchs parce que franchement, on était vraiment capturés par ces 2 équipes qui vont en finale. Ça, c'est sûr. Mais malheureusement, bon, c'est la fin de cet épisode très bientôt. Oui, alors juste si je peux dire, et ça conclut un peu, moi je voudrais parler de la classe des défaitistes, des défaitants, enfin des perdants, quoi, la classe des perdants. Stevenson, il a très bien répondu. Il y a une interview où tu as des journalistes qui lui disent alors quand même les All Blacks vous aviez moins faim sur ce match que. Et Stevenson qui répond, il était un peu dans la provoque, il était peut-être un peu énervé, mais il lui dit vous pouvez pas dire de mes joueurs qu'ils ont pas eu faim, vous pouvez pas dire de mes joueurs qu'ils n'avaient pas envie de gagner ce match. Je trouve que dans cette Coupe du Monde, toutes les équipes qui sont sorties avec une classe. À chaque fois, c'était très beau, c'était des beaux moments. Là, les All Blacks en partant, qui saluent le public. Enfin, c'était à la hauteur des valeurs qu'on attend de notre sport, dont on aime se gargariser. Voilà. Tout à fait. On en parlera peut-être dans le bilan de la Coupe du Monde, mais de ce point de vue-là, cette coupe est, je trouve, hyper réussie parce que il me semble qu'elle a plus que toutes les autres et j'avais pas ressenti ça en 2015, mais peut-être parce que j'avais moins le nez dedans parce que là on l'a suivi quand même pour le pack de potes. Évidemment, on était les envoyés spéciaux permanents de nos auditeurs, mais j'ai ressenti ce petit plus du rugby qui se revendique comme un sport à part avec des valeurs de fraternité extraordinaires entre les équipes, entre les joueurs, entre les adversaires, entre les pays. Et je l'ai vraiment plus ressenti et je trouve que de ce point de vue-là, le rugby a réussi complètement à marquer son identité, à marquer sa différence et à peut-être faire réfléchir sur ce que c'est que le sport co et tout ce que ça apporte. Donc, revenez la semaine prochaine où nous allons parler de ce final et peut-être je vais réussir à prononcer le mot typhoon bien une fois, je sais pas. Et je vais apprendre à Théo quand même de prononcer Cincinnati. Hein, c'est pas Cincinnati, mais c'est Cincinnati. On apprend tous les jours hein, et on est vraiment content d'être là donc, ensemble avec cet avant-dernier épisode de saison 1 pour Pack de Potes. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à nous contacter par email, donc c'est packdepotes@gmail, par Instagram, Facebook, Twitter, tout le reste. Donc on est vraiment content de pouvoir parler avec vous. Et donc voilà, à la semaine prochaine. Les gars. À la semaine prochaine sur le Pack de Potes, le podcast linguistique aussi.
Voilà, le podcast qui dépote. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter pour votre barbe préférée sur la page Facebook de Big Moustache parce qu'il vous reste 8 jours. Voilà, après c'est fini. Exactement. Donc merci beaucoup les gars, à très très bientôt. Bisous. À très vite. Allez, ciao. Et merci à Manu Rodier pour la super musique.